Bonjour, vous vous posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire, vous êtes curieux, sceptique, intrigué, peut-être un peu inquiet, vous cherchez à vous faire une opinion par vous-même. Nous vous proposons ces podcasts pour vous aider à mieux comprendre comment cette énergie est produite, quel est son rôle dans notre vie quotidienne et dans notre futur. Comment ça marche? Est-ce que c'est fiable? À quoi ça sert? À quoi ça peut servir? Et aujourd'hui, nous allons voir comment les médias parlent de l'énergie nucléaire. Le nucléaire en clair, un podcast de la Sphène, présenté par Jérôme Godefroy. Nucléaire, tout le monde en parle. Nous avons emprunté à Thierry Ardisson le titre de ce podcast parce que tout le monde parle de nucléaire, les citoyens, les personnalités politiques, les élus, les associations et bien sûr les médias. Comment se fait l'information sur un sujet très technique et parfois controversé? Nos deux invités sont deux journalistes de télévision. Nicolas Châteauneuf de France 2. Bonjour Nicolas. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites exactement à France 2 autour du nucléaire? Alors je suis toujours, on va dire, le visage de la science et de l'environnement dans la rédaction, notamment au journal de 20h où j'interviens très régulièrement à l'aide de différentes techniques pour vulgariser les sujets les plus compliqués. Et puis on vous voit aussi dans le fameux studio virtuel. Absolument. Dany Laforge, vous êtes de France 24, Dany, c'est bien ça? Qui est la chaîne d'information internationale française, mais vous avez travaillé aussi très longtemps à LCP, la chaîne parlementaire, et là vous avez fait beaucoup de débats autour du nucléaire. Oui, j'ai organisé beaucoup de débats autour du nucléaire. Bon, écoutez, tous les sujets qui reviennent dans l'actualité, à savoir les déchets, comment on va traiter les déchets, comment on va démanteler une centrale. Voilà, on a traversé un peu tous les sujets autour du nucléaire dans nos émissions. Alors, première question justement que je vais vous poser à vous deux. Est-ce qu'il est possible de parler de l'énergie nucléaire dans les médias grand public en dehors des incidents ou des catastrophes ou des anniversaires comme Fukushima et Tchernobyl? Nicolas? Alors, oui, il est possible d'en parler, mais c'est évident que les médias grand public, notamment les télévisions, vont avoir une appétence particulière pour tout ce qui est catastrophique, etc. Et hors des grandes catastrophes qui ont malheureusement jalonné aussi l'histoire du nucléaire, Three Mile Island, Tchernobyl ou plus récemment Fukushima, hors de ces temps catastrophiques, parler du nucléaire, c'est compliqué parce que c'est une énergie, sans doute l'énergie la plus complexe à comprendre. Ce n'est pas une éolienne qui tourne, ce n'est pas un panneau solaire qu'on met sous le soleil, ce n'est pas de l'eau qui coule, ce n'est pas un combustible fossile que l'on brûle. C'est une énergie qui fait appel à un peu des connaissances scientifiques avec des ingénieurs. On peut le dire, c'était quand même une invention absolument extraordinaire, mais ça demande quand même de se pencher pour comprendre tous les mécanismes qui sont en jeu, etc. Et donc, quoi qu'on en dise, il faut expliquer cette énergie. Elle est plus difficile à comprendre que les autres. Et quand on en parle, eh bien, il faut vraiment faire un effort de vulgarisation. Et par ailleurs, les questions d'énergie en général, alors que ce sont des enjeux majeurs de société, on en parle très rarement dans le débat public. En fait, c'est de manière dépassionnée, ce qui est très regrettable. Dany Laforge, même question. Est-ce qu'on peut parler de tous les sujets, même les sujets qui ne sont pas des catastrophes ou des accidents? Je pense qu'aujourd'hui, de tout temps, on a vu les médias qui jouent un rôle prépondérant, on va dire, autour du nucléaire, autour de ce qu'est la matière nucléaire. Et ils initient le débat. Ils l'animent et ils l'alimentent, de telle sorte que parfois des mesures sont prises. Voilà, on voit des choses qui évoluent, qui changent. Lorsqu'il s'agit de parler du nucléaire en France, c'est souvent, comme vous le disiez, c'est à travers le prisme environnemental et sécurité. Voilà, donc on en est là aujourd'hui. Beaucoup de médias généralistes, j'ai fait ma petite enquête, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, ils traitent souvent le sujet du nucléaire dans la rubrique environnement. Donc, bien sûr, Le Monde et Libération, ils ont une rubrique environnement, ils parlent du nucléaire et des énergies renouvelables et autres. Voilà. Mais on s'aperçoit surtout que depuis 10 ans, il y a régulièrement des dossiers complets. Et vous le disiez très bien, aux dates anniversaires de Fukushima, on a notre journée spéciale nucléaire avec les centrales nucléaires, sont-elles un danger, les déchets radioactifs, comment les traiter, etc., etc. Ces données, une fois que vous les analysez, vous vous apercevez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui ont refait surface, notamment
le traitement des déchets, comme je le disais, et la sécurité au sein des centrales nucléaires, ce qui nous donne tout simplement un avis sur le nucléaire très négatif pour les Français. Les Français ne voient que ça. Ils ne voient que l'aspect négatif du nucléaire. Et je trouve qu'on devrait leur proposer autre chose. Et je pense que c'est le but un petit peu de notre discussion, leur proposer une autre vision de la chose. Nicolas, on parlait de ce que le public sait du nucléaire, c'est-à-dire finalement pas grand-chose parce que c'est compliqué. Par exemple, il y a beaucoup de Français qui pensent que le nucléaire produit beaucoup de CO2. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui, moi, je vais être honnête, me désespère un petit peu, malgré tous les sujets que j'ai pu faire, moi, à mon petit niveau, mais également tous ceux de mes confrères. Je suis toujours effondré de voir, par exemple, même dans certains manuels scolaires, l'énergie nucléaire classée comme une énergie fossile. Alors certes, l'uranium et voilà, les réserves d'uranium ne sont pas totalement infinies, mais enfin, quand même, le nucléaire fait de notre pays un des meilleurs élèves de l'Union européenne. Et ça, ce n'est pas une opinion, c'est un fait. En France, on a un problème avec le nucléaire, c'est qu'on confond souvent l'opinion et les faits. On a tendance un petit peu à analyser le nucléaire à l'aune de ses propres projections. On a aussi des organisations, des ONG qui se sont beaucoup structurées sur cette opposition au nucléaire. Je pense à Greenpeace ou à Sortir du nucléaire, avec des oppositions très virulentes et très fortes, avec des manifestations, une existence de ces ONG qui sont là justement dans cette opposition au nucléaire. Et donc, dans le grand public, c'est vrai qu'il y a une forme de confusion où on confond finalement l'industrie nucléaire. Voilà, le nucléaire, c'est une industrie, donc ça pollue, alors que finalement, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué. En tout cas, aujourd'hui, il y a un vrai débat. Et d'ailleurs, j'ai constaté que l'industrie nucléaire elle-même se saisit de cette opportunité pour faire passer ce message, alors qu'elle était totalement mutique depuis pratiquement une dizaine d'années. Il commence un petit peu à se réveiller et à dire attendez, le nucléaire, ça peut aussi faire partie du panel des énergies disponibles pour les 40-60 prochaines années. Ça ne produit pas de CO2 et ça fait de la France quand même le meilleur élève pratiquement avec d'autres de l'Union européenne. Donc, au lieu d'en parler de manière totalement passionnée, avec des arguments parfois qui volent assez bas, peut-être qu'on pourrait en parler et inclure le nucléaire dans un débat calme, serein sur l'énergie dans les prochaines décennies. Ce qui, honnêtement, est encore difficile en France. Dany Lafort, je donne un autre exemple encore sur la difficulté d'informer le grand public sur ce que le grand public sait. Quand on montre dans un documentaire les tours aéroréfrigérantes des centrales nucléaires qui laissent échapper de la vapeur, je remarque qu'à chaque fois, il faut préciser que ça n'est pas radioactif. Oui. La connaissance des Français est très limitée sur le sujet. Ça, malheureusement, c'est dû aussi au travail des médias. Et c'est notre rôle aussi de les informer, de leur expliquer clairement ce que ça signifie d'avoir un dégagement de chaleur ou un dégagement de fumée de ces centrales. Mais au-delà de tout ça, moi j'aimerais m'arrêter sur un sondage que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. C'est un sondage Odoxa datant du mois de février dernier. 10 ans après Fukushima, 59% des Français se déclarent être favorables au nucléaire. Alors qu'à l'époque, il y a un changement dans l'opinion. Un changement dans les mentalités, dans la vision qu'ont les Français du nucléaire. Alors après, vous allez me dire, il faut savoir poser la question. Là, la question a été posée clairement. Est-ce que vous pensez est-ce que vous êtes favorable ou pas au nucléaire, tout simplement? 59% dit oui. À l'époque, c'était à peine 30%. On était dépassé les 30%. Après Fukushima, je parle. Attention. Mais comme le climat se tend en général autour de ces questions d'énergie, puisque les gens voient bien aussi leur facture d'énergie augmenter, ils voient bien qu'il y a des avantages et des inconvénients quand même à chaque énergie. Pour les renouvelables, c'est l'intermittence. Il faut aussi, par exemple, en Allemagne, on voit que le développement des renouvelables, ça s'accompagne aussi du développement du gaz, donc qui n'est pas pour le coup une énergie renouvelable. Donc voilà, je pense que le grand public commence aussi à prendre conscience des atouts de la France, parce que le nucléaire a quand même été et fait de nous aujourd'hui une des puissances les moins carbonées dans l'Union européenne. Ça a quand même des avantages. Au niveau du coût, ça a aussi des avantages. Alors après, il y a évidemment tout ce qui est démantèlement, gestion des déchets, etc. Et puis pour bien expliquer l'énergie nucléaire au grand public, là, de la part des journalistes, il faudrait déjà que les journalistes aient une formation qui leur permettrait de le faire. Sauf que la plupart des journalistes en France ont une formation littéraire.
Et donc, cette formation littéraire, elle ne permet pas, en tout cas tout de suite, d'appréhender le nucléaire avec toute parfois sa complexité. Et donc, il y a un travail à faire. Et comme les spécialistes scientifiques sont relativement en voie de disparition, même si c'est sans doute en train de changer dans les rédactions, eh ben, on a un vrai problème et un vrai déficit d'explication. Nicolas, ce que vous dites, c'est que vous avez ressenti dans la rédaction ou dans les autres rédactions en général, quelquefois une résistance interne à traiter les sujets nucléaires ? Alors, ce n'est pas une résistance de but en blanc, c'est plutôt un désintérêt. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir, entre guillemets, si vous me pardonnez l'expression, vendre un sujet sur le nucléaire à un rédacteur en chef, qui n'est pas forcément de formation scientifique, il va falloir avoir des arguments. Or, période catastrophique ou anniversaire d'une catastrophe, etc. C'est-à-dire que, voilà, pour pouvoir vendre, entre guillemets, un sujet sur le démantèlement de la centrale de Chaux, par exemple, dans les Ardennes, eh ben, il faut justifier, regarde, là, il y a une accroche d'actualité qui nous permet de, etc. Sinon, de but en blanc, ces sujets d'énergie et notamment du nucléaire, voilà, on ne peut pas dire que ça passionne les populations journalistiques. Ça commence à venir parce que je pense qu'aussi il y a un effort de compréhension, parce qu'ils voient également que ça peut avoir des impacts importants. Mais quand on voit, par exemple, sur Fukushima, certains titres des articles qui parlaient des milliers de morts de la catastrophe de Fukushima, moi, j'en reste les bras ballants, puisque là, on confond les morts liés à un séisme et à un tsunami avec ceux de la centrale nucléaire. Et en l'occurrence, il y a eu plus de morts dans l'évacuation du secteur de Fukushima, 1600 morts, que la centrale elle-même, même s'il ne faut pas négliger les impacts socio-économiques, les impacts sanitaires de la catastrophe de Fukushima, les impacts environnementaux, mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Question pour tous les deux, Nicolas Châteauneuf de France 2 et Dany Laforge de France 24. Est-ce que c'est facile d'accéder aux sources, aux experts ? Est-ce que c'est facile de faire des tournages dans les centrales ou dans les lieux nucléaires, Dany Laforge ? Alors, moi, je viens d'un dit petit média. LCP est encore un petit média, représente encore le petit média. La chaîne parlementaire, oui. Oui, voilà. Donc, il est très compliqué de se dire qu'aujourd'hui, quand on passe un coup de téléphone à une centrale nucléaire ou à un organisme de sûreté nucléaire, il est très compliqué de faire, d'arriver et de dire, bon, voilà, on vous présente une caméra, on veut savoir ce qui se passe à l'intérieur. C'est très difficile d'y accéder pour plusieurs raisons. Après, des raisons de sécurité, j'entends, mais il y a aussi des raisons politique, évidemment, de politique, de protection de ce qui se passe à l'intérieur. Il y a aussi cette idée de protéger notre savoir-faire également. Donc, il faut réglementer tout ça. Et pour réglementer tout ça, vous êtes mieux connaisseur, puisque vous êtes un connaisseur, vous êtes allé sur place. Donc, vous avez peut-être plus d'exemples précis. Mais je peux vous assurer que nous, à notre échelle, on mettait des semaines, voire des mois, voire des années pour avoir une autorisation de ce type. Mais après, on avait l'avantage aussi d'être proche des parlementaires, et certains parlementaires pouvaient débloquer la situation pour nous. Nicolas j'ai pas la même expérience, mais c'est sans doute aussi, en effet, peut-être que la taille du média joue, c'est possible. Moi, j'avoue que j'ai jamais eu de difficulté à rentrer sur un site nucléaire. Alors évidemment, comme vous dites, Dany, ça se fait pas la veille pour le lendemain, ça se prépare. En général, il faut quand même, il y a un temps de préparation, de dialogue, etc. Il y a des choses qu'on ne peut pas filmer dans les centrales nucléaires, ça c'est certain. Les dispositifs de sécurité notamment, vous allez à La Hague, vous ne pouvez pas tout montrer. Mais au-delà de ça, moi je dirais que je n'ai jamais vraiment été confronté à ce qu'on appelle le mur du silence ou l'omerta nucléaire. Alors c'est sûr qu'il faut dépioter les rapports de l'ASN, de l'autorité de sûreté nucléaire, ça demande une certaine expérience, mais en ayant des bons contacts avec eux, etc., on arrive à comprendre les choses. Alors c'est évident que comme c'est parfois assez jargonnant, il y a beaucoup de termes techniques. Il y a deux manières de voir les choses. Soit on fait confiance à l'ASN et on se dit, l'autorité de sûreté nucléaire, et on se dit, il y a un certain nombre d'incidents tous les ans, et l'autorité de sûreté nucléaire est là et elle rappelle à l'ordre et on leur fait confiance. Il ne pourra pas y arriver quelque chose de grave. Soit on considère que le nombre de rapports que fait l'ASN est justement le signe d'un dérapage absolu, d'un manque de culture de sûreté.
En France, moi j'ai personnellement l'impression que l'ASN fait un gros boulot, un gros travail, et que voilà, il y a quand même un contrôle très serré des acteurs du nucléaire en France. C'est l'impression que j'ai en tout cas. Vous faites de l'information grand public, France 24, France 2, les grands médias, mais aujourd'hui, les journalistes ne sont plus les seuls détenteurs de l'information. Il y a les réseaux sociaux qui sont très puissants, qui viennent quelquefois de l'intérieur des institutions nucléaires. Un employé d'une centrale peut très bien faire un tweet et ça devient une information ou un début d'information ou une fausse information, mais ça existe. Comment vous voyez justement ces réseaux sociaux, Denis Laforge ? Le problème des réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le secret. Avant, on pouvait garder une information secrète plus longtemps. Aujourd'hui, une simple photo ou une personne qui parle ou un tweet, comme vous le disiez, peut engendrer des conséquences très importantes. Et même pour un petit employé d'une centrale nucléaire. Quand je dis petit, je ne dénigre pas son travail, mais à partir d'un moment où il donne une information grand public sur ce qui se passe à l'intérieur d'une centrale nucléaire, un endroit où on ne peut quasiment pas rentrer, voilà, en dehors des médias et quelques personnes privilégiées, voilà, il est difficile aujourd'hui de se dire qu'un simple tweet va passer inaperçu sur une centrale nucléaire. Regardez, tout simplement, aujourd'hui, Internet est devenu le terrain de jeu des antinucléaires. Il faut se le dire. Sortir du nucléaire, Greenpeace, ils bénéficient tous d'une belle audience. Le nucléaire bashing bat son plein sur Internet. Voilà, donc il suffit qu'une photo soit reprise pour qu'après, le réseau des antinucléaires fasse le travail pour décrédibiliser encore un peu plus le nucléaire sur les réseaux sociaux. Et je ne vous parle pas des actions coup de poing qu'on a pu voir, entrée de Greenpeace dans les centrales nucléaires, entrée à l'Assemblée nationale avec, bien sûr, la complicité de certaines personnes. Bref, les antinucléaires pensent qu'ils peuvent se faire écouter et entendre sur les réseaux sociaux, donc ils en profitent. Et voilà. Et même aujourd'hui, on a vu la manifestation des antibures a donné lieu à un procès qui est encore en délibération, je crois. Voilà. Il y a eu des peines de prison ferme et avec sursis qui ont été requises. Donc, on va très loin dans cette histoire. Et ça va, je pense, faire des jurisprudences, en tout cas pour la suite. Moi, j'ai l'impression que certains... par exemple, je prends l'exemple de Greenpeace. Greenpeace, il fut un temps où finalement, ils avaient des activités qui étaient assez variées. Le nucléaire faisait partie, on va dire, de leur panel et de leur sujet de prédilection. Mais ces derniers temps, j'ai vraiment l'impression qu'ils se sont focalisés sur le nucléaire et que moi, je retiens beaucoup leur coup de poing, leurs actions coup de poing. Alors, évidemment, ils vont toujours dire que c'est pour démontrer qu'on peut rentrer sur une centrale, etc. Ce qui, d'ailleurs, en l'occurrence, est vrai. S'ils peuvent le faire, c'est qu'il y a quand même des questions qui se posent. Mais au-delà de ça, il y a tout on a l'impression que finalement, l'argumentaire passe derrière le symbole et que, encore une fois, en France, il est impossible d'avoir un débat posé, constructif, serein, sur toutes les formes d'énergie disponibles, avec l'héritage dont on dispose. C'est-à-dire que, oui, on a un héritage très nucléarisé. On a donc les avantages de cette nucléarisation, un faible taux de carbone émis, une stabilité et qui ne dépend pas de la météo. On a les inconvénients, c'est évidemment la gestion des déchets et le futur démantèlement. Mais enfin voilà, il faut gérer cet héritage. Qu'est-ce qu'on fait dans les prochaines années ? Moi, je suis effaré de voir on va dire, l'intermittence, pour le coup, des hommes politiques qui gèrent ça au coup par coup, qui gèrent ça à la petite semaine. Un coup, je vais fermer une centrale nucléaire. Et c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'en France, on est sûr, on est certain, on a mis ça dans l'idée des gens, que l'âge d'une centrale nucléaire est corrélé à sa sûreté. En fait, ça n'a rien à voir. La centrale nucléaire de Fessenheim, par exemple, c'était même une des mieux classées en France au niveau de la sûreté. Après, il y a le cœur du réacteur, la cuve qu'on ne peut pas évidemment changer, qui à un moment donné, elle donnera des signes de fatigue et il faudra arrêter. Mais il y a des idées reçues qui se sont imposées
Et je trouve ça un peu dommage. C'est dû à l'origine et à la construction de ces réacteurs nucléaires qui étaient limités à une cinquantaine d'années. Oui, tout à fait. C'est ça. Donc c'est peut-être pour ça que Peut-être, les gens c'est ça. ont gardé à l'esprit qu'il ne fallait pas qu'ils dépassent cette date. Après, il y a eu des experts qui étaient très bons. Hein. Moi, je me souviens alors, je parle des experts des ONG, par exemple. Les experts des ONG étaient souvent, notamment à Greenpeace, il y a eu des experts qui étaient très bons sur le nucléaire, très pertinents, et qui portaient des critiques constructives, mais elles étaient utiles. Je trouve que ça se perd un petit peu avec le temps, et je trouve que justement on est moins dans la critique constructive aujourd'hui. Il y a des choses et c'est évident que par exemple le fait d'avoir des défauts sur la fabrication des cuves de l'EPR, ça avec des malfaçons et surtout des fraudes, ça jette un discrédit absolu et total sur l'industrie nucléaire. Et c'est surtout pas ce genre de choses qui peut, on va dire, renouer les liens de la confiance avec le grand public. Alors on a parlé tout à l'heure du changement de l'opinion publique. Il y a une espèce de basculement. On est plus de 10 ans après Fukushima. Le choc de Fukushima est passé. Et on a l'impression que les gens se disent finalement, le nucléaire, c'est pas si mal, ça peut servir. Moi, je vous propose une explication. C'est le boom de la voiture électrique. Il va falloir avoir de l'électricité de toute façon. Et comment avoir l'électricité propre, entre guillemets, l'idée commence à passer que ça pourrait être le nucléaire. Denis Laforge. Écoutez, le nucléaire peut être la solution, il est vrai, à court et moyen terme, parce que de toute façon, on n'a que ça aujourd'hui. Aujourd'hui, le parc électrique français, c'est quoi? C'est 77% de nucléaire, 22% d'énergie renouvelable. Donc vous voyez, le rapport, il est quand même assez clair. On ne peut pas inverser la tendance comme ça. Les Allemands l'ont fait en 10 ans. Ils sont arrivés à 50-50, là. Donc, voilà, ils ont réussi, mais ils ont commencé il y a 10 ans. Nous, on a peut-être 10 ans de retard. Après, c'est une volonté politique. Vous l'avez dit tout à l'heure. François Hollande est arrivé, il a dit « j'arrête Fessenheim ». Il a arrêté Fessenheim. C'est arrivé. C'est Emmanuel Macron qui a arrêté Fessenheim. Oui, mais en l'occurrence, ça a été entamé sous François Hollande. Bref. La décision avait été prise. La décision a été prise par François Hollande parce qu'il avait un accord avec Martine Aubry, notamment, à l'époque. Bref, une fois que vous avez dit ça, Emmanuel Macron est arrivé et a dit que le nucléaire, il l'a redit à plusieurs reprises, était l'énergie d'avenir. Il l'a dit. Mais il l'a dit clairement. Ce qui est embêtant, c'est qu'on a l'impression qu'au lieu d'avoir un discours rationnel en se basant sur des faits, on a plutôt des décisions politiques prises. Voilà, pour le coup, Fessenheim, c'est une décision purement politique. On a pris la plus âgée parce qu'on part du principe, en tout cas, c'est un argument qu'on avance, que c'est la moins sûre. Et puis, je pense qu'Emmanuel Macron, de toute façon, ne voulait pas revenir là-dessus, puisqu'il il avait aussi envie de s'arrimer une partie des Verts. Mais alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire comme les Allemands? Faire petit à petit beaucoup plus de développement durable et en faisant des énergies renouvelables, arriver à 50-50 en 2050, puisque c'est soi-disant la date charnière, on est censé arriver à la neutralité carbone. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire évoluer cela dans ce sens-là? Parce que vous avez, en fait, ça dépend aussi des équilibres politiques. En Allemagne, vous avez, la fin du nucléaire a été portée par la CDU. Alors qu'en France, vous avez les Républicains et les socialistes. Le Parti socialiste était historiquement quand même plutôt pro-nucléaire, même les communistes. Et voilà, absolument. Et donc, là, on se retrouve avec finalement les Verts qui ont émergé en puissance politique, qui ont imposé finalement ça dans leur échange avec le PS, qui est devenu donc un parti qui ne sait plus trop où se placer en termes énergétiques, LREM qui est en train de se forger son opinion, mais en fait, c'était pas très clair non plus, et les Républicains qui, pareil, ne sont... Donc, si vous voulez, il y a plus grand monde en France, de toute façon, pour porter l'industrie nucléaire, alors qu'en face, vous avez une opposition qui est à la fois structurée, politisée et très motivée. Donc c'est tout à fait normal que leur discours porte très fort. C'est vous-même qui l'avez dit, qui avez mené cette discussion sur le sujet politique, parce que c'est à la fois un sujet d'information, de journalistes, mais c'est un sujet éminemment politique. Mais c'est ce que je regrette un peu, c'est que c'est plus politique que rationnel, en fait. Et finalement, il faut attendre. Regardez, les premiers rapports que j'ai eus, moi, de RTE et de l'ADEME, etc., parce que vous avez aussi des institutions qui se font un peu on va dire qu'il y a une certaine rivalité aussi entre elles. Sur une volonté politique. Absolument. RTE a été mandaté
par mais oui, mais alors moi, les personnel premiers politique rapports que j'ai pour vus faire sur un rapport. les 100%, les scénarios 100% renouvelables, etc., je les ai vus déjà il y a 5 ou 6 ans, et même avant, même pour l'accord de Paris, je crois qu'on commençait à en avoir. Et finalement, le débat du débat, ça finit aujourd'hui avec un rapport de RTE qui est à peu près, et je pense, relativement équilibré, qui dit clairement qu'on ne peut pas faire sans nucléaire, ni les renouvelables. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire du 100% nucléaire, on ne va pas faire du 100% renouvelable, il faut les deux. Donc voilà, si on veut remplir nos objectifs, il faut être pragmatique, il faudrait juste un peu moins de politique et sans doute un peu plus de faits, d'actes et de science. Voilà. Et pour conclure, quand même, l'opinion a changé, est en train de changer. Oui, je pense que l'opinion, elle est un peu plus pragmatique qu'avant. Et vous avez raison, Jérôme, je pense que les gens se rendent bien compte que l'électricité, c'est une énergie, alors elle ne se stocke pas, ou très peu, mais on peut dire que c'est l'énergie de l'avenir, en tout cas, ils le voient. Alors, il y a l'hydrogène, il y a d'autres choses, mais tout ça se transforme en électricité. Et si on veut, évidemment, avoir une société en grande partie électrique, il va falloir fournir une électricité propre. C'est pas en Chine avec des centrales à charbon qu'on va réduire le réchauffement climatique ou lutter contre le réchauffement climatique pour alimenter les voitures électriques. Ça va poser un gros problème quand même. Je dirais même plus propre et pas cher. Parce Oui, qu'aujourd'hui, aussi. on paye en général notre Évidemment. électricité 16% moins cher que le reste des Européens C'est ça. et 2 fois moins que les Allemands. Donc, quelque part, les Français, ils ne voient que ça, le pouvoir d'achat. Ben, bien sûr. Merci à nos deux invités. On pourrait continuer encore comme ça très longtemps. Nicolas Châteauneuf de France 2, Dany Laforge de France 24. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres podcasts produits par la Sfen chez vos diffuseurs habituels et sur le site de la Sfen, sfen.org. À bientôt.